Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 329 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler des New York Knicks et précisément des petits micmacs et arrangements par rapport au salary cap, la magie de Léon Rose pour faire les trades de cet été, vous allez voir. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode assez spécial puisqu'on va parler de sous, on va parler de salary cap et on reçoit quelqu'un qui est prêt à nous décrire pendant 20 minutes le profil de Charlie Brown pour qu'on comprenne un peu ce trade. C'est Antoine, comment ça va Antoine? Tu vois, t'aurais limite pu dire de je sais même pas comment on prononce. Juan Valette, je sais pas. C'est qui ça? Écoute, il est dans l'un des transferts dont on va parler, mais j'ai vu le nom et j'ai fait ah ouais, ok, d'accord. J'ai failli te lancer aussi dire quelqu'un qui va qui pourrait nous parler pendant 1h30 du profil de Rich Shepard pour faire genre la blague, ah t'as décroché de la NBA, mais de toute façon même le scouting t'avais décroché de base, enfin t'as jamais accroché le vrai scouting en fait. Peut-être à un tout moment et j'ai compris que bon, en fait ça demande trop de temps, c'est extrêmement ingrat. Et en plus j'ai réalisé que c'est pas ingrat, c'est un art magnifique Antoine, le scouting. Ouais, bah écoute, je laisse ça aux autres. Je suis hyper intéressé de lire ce que font les autres, mais ça n'a jamais été, en tout cas pour moi-même, le faire, non, ça n'a jamais été mon truc. Tu t'es renseigné pour savoir, tu t'es juste assez renseigné pour savoir que, ah ouais, en fait, c'est à ce point qu'il faut s'y connaître, donc ça fait trop, quoi, grosso modo, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est surtout qu'il n'y a rien qui bouffe plus de temps que ça, en fait, quoi. Oui, c'est vrai. C'est ça quand je dis que c'est extrêmement ingrat, c'est que déjà t'es obligé de voir des trucs souvent pas terribles, et que à part quand t'as tout le monde qui a Kentucky, super, c'est chouette, mais t'es obligé rien que pour un joueur, si tu vas avoir un avis assez bon, avoir un minimum de matchs et faire ça pour une dizaine de joueurs, mais c'est ouais, je trouve que c'est un sacré exercice, mais ça pose beaucoup de questions intéressantes qui ne seront pas les questions de ce soir. Bref, donc aujourd'hui on va parler de notre trade, puisque oui, j'allais dire aussi le Basket Lab est un peu le podcast à la pointe de tout ce qui est le CBA, tout ce qui est les audiences, le contrat TV, l'actu financière, mais absolument pas à cause de moi, c'est justement grâce à toi, c'est toi qui à chaque fois vient nous en parler. Donc aujourd'hui avec Antoine, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on fait un truc un peu particulier. Moi tu sais, quand on parle de ça en général, dès que le CBA était sorti, le nouveau CBA on avait parlé des audiences, mais j'aime bien un peu faire un focus plus que les technicalités des détails, mais plus sur le côté enjeu. Tu nous avais beaucoup expliqué un peu l'historique de la relation entre la TV et la NBA, donc par rapport au contrat, bref, un peu le côté un peu gros enjeu, macro on peut dire. Là c'est vrai qu'aujourd'hui on va un peu se pencher sur l'aspect micro, une fois n'est pas coutume. Du bien sale de comptabilité. C'est un peu ça, mais parce que justement on a un peu des... Bon, on va le rappeler, mais on a un nouveau CBA justement, donc un nouvel accord, nouveau salary cap, etc. On va tout détailler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se plonge un peu sur le cas des Knicks qui ont été extrêmement créatifs dans leur intersaison. Ils ont fait pas mal de moves intéressants sportivement, mais à la base ça a été aussi rendu possible par cette créativité du front office. Pourquoi est-ce qu'à ton avis, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui qu'on en discute un peu? Je pense que c'est un peu je dirais l'occasion de montrer que plus on avance dans le temps, c'est pas plus on avance dans le temps, on va pas faire l'évolution, mais du niveau de complexité qu'on commence à arriver pour obtenir des transferts. Alors là, on parle pas de petits transferts, on parle de gros transferts, mais face à des équipes qui commencent à avoir des masses salariales conséquentes, le degré de complexité auquel elles doivent faire face, et que c'est bon de se rappeler quand on aurait tendance à se dire oui, mais pourquoi ils font pas de mouvement s'ils sont un peu bloqués? Bon, faut voir un peu cet envers du décor de oui, mais derrière il y a tellement de règles et il y a tellement de contraintes qui commencent à s'empiler les unes aux autres que forcément ça diminue votre marge de manœuvre. Et je dirais que le deuxième aspect, c'est de montrer malgré tout comment elles peuvent y arriver et comment on va dire ce CBA de manière un peu plus spécifique, quelles sont un peu les contraintes en question et comment les équipes malgré tout arrivent à retomber sur leurs pattes, mais qu'est-ce que ça demande? Et je trouve que du coup c'est un peu ce transfert des Knicks
peut être un peu révélateur de ce qu'on pourra retrouver sur l'ensemble de ce CBA dès qu'on a des équipes qui commencent à atteindre une masse salariale conséquente. Et je dirais, au vu des stratégies et d'une certaine rationalisation du CBA qui est aujourd'hui maîtrisé par les 30 franchises, de voir ce à quoi on va s'attendre dans les prochaines années, parce que maintenant que tout le monde maîtrise la chose, on peut, je sais même pas où je veux en venir avec mon point. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment le CBA est nouveau. On va le détailler, mais il vient d'être signé. Donc, il y a un peu cet aspect aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu les pionniers là-dedans. Alors, c'est pas les seuls, mais vu que ça vient à peine de se mettre en place, on voit déjà quelques-uns qui commencent à être les premiers à trouver des moyens de contourner. Donc, ça peut aussi être annonciateur de ce qui va arriver, parce que ce nouvel accord qui a l'air plus dur, on va le détailler, plus dur en termes de règles, de punitions, si tu dépasses le budget, etc. C'est vrai que là, ça commence à peine à se mettre en place, donc ça peut donner des pistes, en fait, pour les prochains. C'est un peu l'idée aussi, quoi. Oui, et je me rappelle, j'ai récupéré mon point que j'avais avant, c'est que j'ai l'impression, j'ai la sensation, j'ai pas fait d'études pour le voir, que les équipes aujourd'hui ont des masses salariales qui sont plus importantes, je dirais qu'avant en moyenne. Je parle pas en termes de brut, je parle en termes de relatif au salary cap. Et du coup, c'est vrai que comme on a beaucoup d'équipes qui à ce moment-là sont hautes dans les dépenses, hautes au niveau des salaires, ce genre de montage qu'on a pu voir entre les Wolves et les Knicks sont sans doute en effet peut-être amenés à se répéter. Mais on va voir que malgré tout, c'est une chose de voir comment techniquement ils ont pu faire, mais à quel point c'est réplicable derrière. Quand on voit un certain nombre de facteurs que ça demande, on voit que c'est quand même un jeu d'équilibriste, et ça revient à mon premier point, et que c'est peut-être pas amené à toutes les situations, et c'est à prendre en compte. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va se baser un peu sur les 2 très bons articles qui détaillent tout ceci. Donc, un de notradeclose.com, si ça vous intéresse. Je mettrai les liens en description si j'y pense, mais j'espère que je vais y penser. Un article de NoTradeClose qui détaille bien la mécanique de l'échange de Mikal Bridges. On va y arriver. Et puis l'autre, c'est aussi de SpotTrack, si ça vous intéresse également. Du très bon Kiss... du coup, j'ai perdu le nom. Kiss Smith, c'est ça, ouais. Exactement, Kiss Smith. Donc, ces 2 articles. Donc, celui-ci, le deuxième, revient sur le trade de 4. On va un peu s'appuyer sur ces articles-là pour expliquer, pour vulgariser ce qui s'est passé. Bon, peut-être on peut commencer par rappeler les bases qui sont que en NBA, on va dire que on a un salary cap, donc un budget salarial. On peut pas dépenser des milliers des cents. On peut pas avoir le Real Madrid qui paye 400 000 de plus en termes de budget salarial que le Stade de Reims, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais ou qu'en baseball d'ailleurs. Donc tu sais que dans le baseball en sport US, on a ça aussi. Il y a pas de hard cap. Donc bref, il y a un salary cap. Donc il y a un budget un peu commun et le nouvel accord qui a été signé il y a pas longtemps, il y a moins de un ou 2 ans je crois, qui vient d'entrer en vigueur. C'est un accord qui a été où ont été introduits en fait des limites beaucoup plus punitives qu'avant. C'est-à-dire qu'avant on pouvait dépasser la limite, mais il y avait juste une taxe. Donc si on voulait, d'ailleurs les Warriors le faisaient, les Clippers le faisaient. On dépassait et puis on payait. Voilà, il y a une taxe pour tel dollar que tu dépasses, tu payes tant. Ok. Sauf que désormais il y a un nouveau système beaucoup plus restrictif où on ne peut plus faire ça. Il y a carrément les fameux aprons, tu peux nous dire, mais c'est des limites et en gros, c'est de facto quasiment un hard cap parce que c'est ok, tu peux le dépasser, mais si tu le dépasses, on t'enlève des choix de draft au final, tu peux pas échanger, t'as des restrictions par rapport au nombre de joueurs, etc., etc. C'est même plus que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut voir la NBA, celle avec le nouveau CBA, comme ayant en fait 4 limites. Il y a 4 limites quand on veut parler en termes de masse salariale. Il y a vraiment 4 limites à garder en tête. La première, t'en as parlé, c'est le salary cap. Le salary cap, c'est pas si compliqué que ça. En dessous du salary cap, vous pouvez signer les agents libres pour le montant que vous voulez, tant que vous restez suivant la marge que vous avez sous cette limite du cap. Contrat minimum et contrat maximum, bien évidemment, à respecter. Mais voilà, vous pouvez signer les agents que vous voulez. Au-dessus du salary cap, vous pouvez toujours signer des joueurs, mais ça passe par des exceptions qui sont d'un montant limité. Donc ça, c'est le salary cap que tout le monde connaît. La luxury tax, t'en as parlé. Alors la luxury tax, pendant longtemps, c'était juste une limite financière, où dès que vous passiez, dans sa première édition, vous dépassiez la luxury tax de $1 en masse salariale, vous deviez payer $1 en plus derrière. Et entre-temps, avec les années, elle est devenue de plus en plus punitive financièrement, où il y a un aspect exponentiel. Déjà, on démarre plus haut, et plus vous allez être au-dessus de la luxury tax, plus le facteur multiplicatif de ce que vous allez devoir va augmenter.
il y a une échelle temporelle où plus vous la dépassez longtemps, du moins si vous passez un certain seuil, genre 3 années sur 5, je crois que c'était à peu près ça, là de nouveau le facteur multiplicatif il était encore plus important. Mais dans un premier temps c'était juste financier, puis certaines restrictions ont commencé à arriver. Notamment, je parlais des exceptions pour signer les joueurs quand vous êtes au-dessus du salary cap. Il y avait un montant qui était défini, qui était la mid-level exception, qui pour la saison à venir, par exemple, était de 12-13 millions. Mais quand vous la dépassiez, tout d'un coup, ce montant de 12-13 millions, pour la saison à venir, il passe à 5 millions. Donc on voit que c'est plus la même chose. Donc pendant longtemps, ça a été ça. Mais petit à petit, il y a eu encore des restrictions qui ont été amenées, et notamment sous l'ancien CBA, celui qui a dû être valable, j'ai plus les dates en tête, mais grosso modo 2016-2023, c'est ça. est arrivée la notion d'ap-run. La notion d'ap-run, c'est une limite qui est encore au-dessus de celle du salary cap. Je vais donner les montants, parce que c'est ça que je parle des limites, mais juste pour montrer où sont ces limites sur la saison à venir. Le salary cap, c'est 140 millions, grosso modo. La luxury tax, c'est 171 millions, presque. Le premier apron, il est un peu au-dessus de la luxury tax, et pour l'année à venir, il est à 178 millions. Donc vous avez un peu plus de 7 millions de différence entre la luxury tax et le first apron. Ce first apron, par exemple, si vous étiez sous l'ancien CBA, si vous récupériez un joueur sur un sign and trade, vous deviez vous engager sur l'ensemble de la saison à ne pas dépasser ce montant. Donc deux choses, si vous en faisiez un en cours de saison ou même on va dire pendant l'été, ça veut dire que vous étiez bloqué à ce montant et sous aucune condition vous ne pouviez le dépasser pour le reste de la saison. Même pas temporairement, tu veux dire? Même pas temporairement. Pour le coup, là, on devient sec. On parlait de limites. Là, ces questions d'apprendre, souvent quand elles fonctionnent, c'est sous des systèmes de hard cap. C'est-à-dire que du jour où elle est activée, vous ne pouvez plus dépasser ce montant. Donc, non seulement c'était ça, mais il y a aussi l'envers, le revers de la pièce. C'est que si vous étiez déjà au-dessus de cet apprendre, il n'était pas possible, tout simplement pour vous, d'avoir ce sign and trade, de recevoir ce joueur-là. Donc voilà, c'est pas entre guillemets tant que vous êtes en dessous, vous avez la restriction. C'est non, que vous soyez en dessous ou au-dessus, du jour en fait où vous avez reçu un joueur en sign and trade avant, c'était pas possible de faire ça en étant à un moment dans la saison en dessous de ce first apron. Donc là, il y avait, on va dire, des limites dures qui commençaient à arriver pour éviter certains montages. Et du coup est arrivé le nouveau CBA qui a dû être signé en 2023. Et qui avait déjà sur certains aspects commencé à rentrer en compte dès l'année dernière, mais il y a des nouveaux aspects qui sont pour la plupart rentrés pour la saison qui vient. Et bien maintenant vous avez plus un à prendre, vous en avez deux. Donc je rappelle les montants, luxury tax 171 millions pour la saison à venir, le premier à prendre 178, le second 189. Donc là on est encore un cran au-dessus, quoi. Et juste pour dire, toutes ces apparitions de limites, d'apron et tout ça, en termes d'enjeux, on est d'accord que c'était il y a certains proprios qui étaient totalement OK pour dépenser sans compter, et les autres, ça les embêtait un peu. Donc on a un peu, il y a eu cet accord collectif pour un peu empêcher que certains dépensent trop. C'est un peu ça l'enjeu global. L'enjeu global, c'était, OK, on a beau mettre des restrictions financières, certaines franchises arrivent, pour diverses raisons, à en convenir, à dire OK, en fait, on est prêt à payer le montant. Et là, c'est vrai que la règle, c'est de dire, OK, non seulement vous allez payer très cher, mais en plus, on va vous bloquer. Les autres proprios, on avait marre de passer pour des radins, grosso modo, quoi. C'est un peu l'idée. Il y a ça, et je pense qu'il y a vraiment une philosophie derrière qui est chère à Adam Silver, qui est, je pense, en tête une grosse envie de répliquer le modèle de la NFL. Ou en NFL, de ce que moi j'y connais rien, en NFL en football américain, mais de ce que j'ai entendu, il y a vraiment cet aspect égalité des chances qui est vraiment très important, et vraiment une course au titre qui est assez ouverte. Et par plusieurs aspects, on peut penser qu'Adam Silver a envie d'emmener la NBA par là, et du coup, rendre, on va dire, ses limites de plus en plus restrictives, donc pas juste financièrement, mais en empêchant clairement votre marge de manœuvre pour faire des échanges, signer des joueurs, etc., qui est de dire, en fait, on va essayer de vous forcer d'une manière ou d'une autre à redescendre, en fait, votre masse salariale,
et si vous continuez à dépasser, en fait, votre équipe va un peu péricliter parce qu'elle n'étant pas capable, elle va devenir de plus en plus âgée, n'étant pas capable de se renouveler. Et donc c'est vrai que si on prend, pour donner des exemples, si on prend le CBA du coup qui est rentré en compte, avant je parlais de l'exemple du Sign and Trade, qui n'était pas possible avec le premier à prendre. Là vous avez eu bien plus de règles qui sont venues et qui peuvent enclencher soit le premier, soit le deuxième à prendre. Donc des choses qui peuvent vraiment vous handicaper, et sachant que même dans certains cas, si vous passez au-dessus, si vous dites j'ai réussi par mon montage à quand même être au-dessus, je sais pas, du premier ou du second à prendre, il y a aussi des choses auxquelles vous allez avoir en plus des punitions. Typiquement, il y a ce fameux cas où si vous êtes au-dessus du second à prendre, je crois, 3 années sur 5, l'un de vos premiers tours de draft, un lointain, genre 6-7 ans après, il va être décalé à la fin du premier tour. Automatiquement, quoi. Donc voilà, vraiment un aspect restrictif, contrainte en termes d'échange et tout. Et on va le voir parce que si on fait ce rappel un peu casse-pied de ces différentes limites, c'est parce que c'est exactement ce avec quoi les Knicks ont dû jongler pour faire et le transfert de Mikal Bridges et le transfert de Karl Anthony Towns. Ouais. Effectivement, donc ce petit rappel là-dessus sur cet aspect de finalement ils auraient pu, en fait, c'est là toute la beauté de leur manœuvre, c'est qu'ils ont fait quelques manœuvres en termes de créativité par rapport à salary cap, parce qu'en fait, en un sens, ils auraient pu faire certains trades, notamment celui de Mikal, sans, entre guillemets, se prendre la tête, sauf que ça les aurait peut-être mis en difficulté pour le moyen terme, on va dire, voire le long terme, mais c'est vrai que là, ils ont essayé un peu de contourner tout ça, et donc, rentrons un peu dans le vif du sujet. Tiens, je peux rappeler un peu l'échange, si tu veux, très basiquement. Donc, on a Mikal Bridges, évidemment, qui passe de Brooklyn à New York. New York reçoit aussi Keita Bates Diop de Brooklyn, Juan Valette, donc le fameux que tu as cité tout à l'heure, donc c'est les droits sur Juan Valette, en fait, c'est pas un joueur NBA, évidemment, et puis un deuxième tour de draft, voilà pour ce que reçoit New York. Et de l'autre côté, c'est Bojan Bogdanovic, surtout pour le salaire, c'est lui qui apporte un peu l'équilibre des salaires. On a aussi Mam Diakate, Shake Milton, on va détailler aussi Shake Milton, mais qui est en sign and trade, il vient depuis New York, et puis pas mal de tours de draft, évidemment, parce que c'est juste le prix d'acquisition, on va dire, il fallait convaincre Brooklyn de lâcher Mikal, donc plein de premiers tours de draft, mais à la limite c'est pas trop ça qui va nous intéresser. C'est surtout, on peut commencer par là, c'est l'important dans ce trade, ça a été surtout, en tout cas d'abord, le timing du trade. C'est ça, mais je vais pas aller complètement dans le détail, mais c'est vrai que ce transfert, quand il est annoncé, je sais pas si c'est au moment de la draft, j'ai vu que c'était le 24-25 juin, et en général ça commence à coller un peu autour de la draft, mais du moins quand ce transfert est annoncé, il y a plein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Shake Milton n'est pas initialement dans le transfert. Milton va arriver après, mais c'est purement si on prend des joueurs qui ont des salaires, je ne compte pas les pics de draft, etc. C'est Bogdanovic et Diakite pour les Knicks contre Mikal Bridges pour les Nets, sachant que Keita Bates Diop, en réalité, comme il est au minimum, pour certaines règles, il compte comme 0 dans le transfert, quoi. Ouais. Et du coup, l'une des choses qu'on voyait dans le transfert, c'est que les Knicks recevaient plus de salaire qu'ils n'en envoyaient. Si on fait Bogdanovic et Diakite, on doit être à un tout petit peu plus de 20 millions. Le salaire de Mikal Bridges, c'est 23,3 millions pour la saison à venir. Du coup, voilà, faut pas être un grand mathématicien. Les Knicks recevaient plus d'argent qu'ils n'en envoyaient. Et ce qu'on rappelle aussi, c'est autorisé. Il n'y a pas besoin d'avoir un équilibre parfait des salaires. C'est autorisé d'avoir une petite marge tant que ça surcharge pas trop le salary cap de l'un ou de l'autre. Je dirais même que, paradoxalement, parce que là, c'est ça qu'on va beaucoup entendre parler de contraintes, la NBA, dans son dernier CBA, a agrandi les marges de manœuvre pour faire la balance des salaires entre ce que vous recevez et ce que vous envoyez. Ouais. Il y a des règles, elles sont pas très intéressantes, elles sont un peu compliquées en plus parce qu'il y a différents paliers. Mais grosso modo, si on prend comment avoir que la balance des salaires ne soit pas trop inégale et soit autorisée pour faire un transfert, vous prenez celle du précédent CBA et celle de l'actuel, les règles sont devenues plus permissives. Ouais. Par contre, on revient à la question des aprons. Dès que
Donc ça, c'est le nouveau CBA. Dès que maintenant vous recevez plus de salaire que vous en envoyez, vous activez le premier à prendre. Vous avez ce fameux hard cap où pendant tout le reste de la saison, vous ne pourrez pas dépasser ce premier à prendre. Et aussi, comme je disais, son pendant, si vous êtes déjà au-dessus du premier à prendre, c'est tout simplement, vous ne pouvez pas faire ce genre de transfert. C'est pas possible de faire un transfert où vous allez recevoir plus de salaire que vous allez en envoyer. Donc, immédiatement, quand le transfert est annoncé où c'est juste Bogdanovic et Diakité contre Michael Bridges, y a pas mal d'experts qui se disent oula, attends, l'expert du CBA qui sonne une alarme en disant attendez, là ça veut dire qu'ils vont être hardcapés pour le reste de la saison. Ça peut vouloir dire des choses, notamment vis-à-vis des extensions qui étaient envisagées. On parlait d'Anunoby, on parlait de Bronson, on parlait aussi des agents libres et notamment d'Isaiah Hartenstein et de ce qui était un peu possible, quoi. Et c'est vrai que pas mal de monde se dit attention, il y a peut-être un problème, quoi. Mais le transfert, au moment où il a été annoncé, pour diverses raisons où je les ai plus en tête, et si je les ai plus en tête, c'est qu'elles sont pas complètement intéressantes, le transfert ne pouvait pas se faire à cette date-là. C'est souvent au 24-25 juin, vous êtes sur la saison précédente, et des fois, il faut attendre qu'on passe en juillet et que la saison 2024-2025 commence pour que certaines choses puissent opérer. Et du coup, le transfert, il a vraiment été annoncé début juillet, à la fin du moratorium. Et au moment où il a vraiment été officialisé, ce n'était plus Bogdanovic et Diakité contre Michael Bridges, c'était Bogdanovic, Diakité et Shake Milton, qui était un agent libre des Knicks, et qui du coup, via un sign and trade, vient se rajouter au transfert pour un montant assez spécifique qui, comme par magie, quand on va faire cette fois Bogdanovic plus Diakité plus Shake Milton, on obtient 23,3 millions. C'est exactement le salaire de Michael Bridges. Parfait, tout est égalisé. Et du coup, il n'y a plus cette problématique de les Knicks reçoivent plus de salaire qu'ils en envoient. Tout d'un coup, c'est parfaitement équilibré. Les Knicks n'ont plus ce problème du premier upfront qui est activé et de ce hard cap qu'il aurait fallu respecter pour l'ensemble de la saison 2024-2025. C'est ça, et il y a un peu cet aspect de, comme tu dis, en gros, ils ont aussi un peu attendu la nouvelle année fiscale, j'allais dire, la nouvelle année du salary cap, grosso modo, et cette officialisation, est venue plus tard et avec un montant différent, ce qui fait que, tu vois, je crois que, alors je sais plus exactement, mais à l'époque, par rapport à Hartenstein, mais même pour la suite, on va en parler, parce qu'il y avait aussi un autre trade dans les cartons, apparemment, mais ouais, ça permet que on sait pas ce qui se passe en NBA, on sait pas si quel superstar sera disponible, quel move on peut faire, ou même pour des moves totalement bénins. Parfois, t'aurais pu être bloqué de ça bloque pour 1 million, pour 500 000. De facto, s'il avait fait ça sans le sign and trade de Shake Milton, ils auraient pas pu, quoi. C'est littéralement, c'était non, tu peux pas parce que t'as cette règle punitive, comme on a dit. Donc, il s'évite ça. Après, moi, la question que j'aurais, c'est il fallait quand même arriver à convaincre Shake Milton de signer, qui lui était free agent, donc il aurait pu aller où il voulait. Il fallait quand même le convaincre d'aller à Brooklyn. Donc ça aussi, ça a été un tour de passe-passe, en tout cas, de la part des Knicks. Après, je sais pas quels étaient les précédents contrats de Shake Milton, mais l'avantage, en fait, c'est que comme ici, il sert, on a compris, il est dans le transfert juste pour permettre aux Knicks d'éviter cette fameuse règle et ce hard cap au niveau du premier upfront. C'est qu'il a signé, de ce que j'ai vu, pour 2,8 millions, 2,9 millions. C'est au-dessus du salaire minimum. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un sign and trade, alors non seulement, si vous avez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que les Nets, en recevant Shake Milton, qui du coup recevait un joueur en sign and trade, les Nets eux pour le coup, ont activé le hard cap au premier upfront. C'est juste que j'imagine qu'ils doivent en être loin, donc pas de souci, entre guillemets, on accepte, on prend. Oui, et puis ils sont pas compétitifs, donc ils s'en fichent un peu plus de ce côté marge de manœuvre, je pense. C'est ça, et je pense que c'est quelque chose qui, je me demande à quel point devait pas être plus ou moins dans les tuyaux au moment où le transfert est devenu public fin juin. S'il y avait pas déjà un peu ça dans la boucle, mais il fallait juste, entre guillemets, ok, on accepte de prendre 2,8 millions en plus,
mais parce que, grosso modo, vous nous avez envoyé assez de pics pour qu'on accepte ce genre de choses, quoi. Ouais. Et aussi, un joueur qui est envoyé en sign and trade, il faut savoir qu'un sign and trade, ça doit être au minimum 3 ans. Ah oui. Mais ce que ça ne dit pas, parce qu'officiellement, Shake Milton, il a pas signé pour un peu moins de 3 millions, il a signé pour 9 millions et quelques, quoi. Ouais. Mais par contre, c'est toujours une magie avec ces règles qui, pour le coup, datent un petit peu de CBA assez lointain. C'est que les Knicks, ils ont fait en sorte que la 2e et la 3e année de Shake Milton ne soient pas garanties. Donc comme ça, officiellement, vous avez un contrat de 3 ans. Et en effet, si les Nets décident à chaque fois d'activer les clauses, le contrat durera 3 ans. Mais en réalité, on sait très bien que cette 2e et cette 3e année, elles sont juste là pour faire passer un contrat d'1 an en contrat de 3 ans. Je pense que Shake Milton, il aura pas. Je serais étonné qu'il ait son contrat garanti sur sa 2e et sa 3e année. C'est juste, encore une fois, une manière de contourner le salary cap. Et donc, je suis désolé, j'empile les règles, mais c'est exactement ce que je veux un peu montrer, c'est la complexité du truc. Shake Milton, si c'est un sign and trade, ça veut dire que quand même, à un moment, il a été signé par les Knicks. Les Knicks, ils étaient au-dessus du salary cap. Donc, on peut pas, quand on est au-dessus du salary cap, on peut pas signer des agents libres comme ça. Mais comme c'est un ancien joueur des Knicks, ça fait partie, quand vous avez passé... Ils avaient les droits, en fait. Ils avaient les droits, exactement. Ils avaient un certain type de bird rights qui leur permettait de faire cette signature, parce que ce qu'il faut savoir aussi, ça va être important là pour la suite, c'est que s'il avait été signé au minimum, non seulement le transfert, les Knicks auraient reçu toujours plus d'argent qu'ils n'en auraient envoyé, ouais. Mais c'est ce que je disais en écartant un peu Keita Bates-Diop de l'arithmétique des salaires, c'est que quand vous êtes en minimum, vous comptez pour 0, quoi. Donc c'est pour ça aussi que c'était important que ça soit un sign and trade vis-à-vis d'un joueur qui était là avant pour les Knicks, parce que sinon il ne pouvait signer quasiment que des joueurs au minimum. Mais en ayant un ancien joueur, ils pouvaient le signer à plus que le minimum. Ils l'ont fait le sign and trade, ils l'ont inclus dedans. Et on arrive à une bonne arithmétique qui fait qu'il n'était pas bloqué au first step. Petite parenthèse, si on dézoome un peu, c'est aussi le truc, c'est que la NBA va essayer de mettre en place de plus en plus de règles punitives. Alors, c'est pas la NBA, je veux dire, le syndicat des joueurs, CJ McCollum, le président du syndicat, enfin, ils ont accepté. Donc voilà, c'est un accord, encore une fois, un accord entre les proprios et les joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit aussi apparaître là avec cet exemple, et ça va être le cas par la suite, c'est que plus tu vas mettre des règles, plus il y a des petits malins qui finalement font un peu trouver des solutions pour les contourner. Grosso modo, c'est un peu cet aspect où je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais l'aspect de on va augmenter le curseur de punitif et de telle règle. En fait, il y aura toujours des mecs qui vont arriver un peu à, tu vois, là cet exemple, c'est vraiment on fait un peu surgonfler la valeur du trade juste pour contourner la règle. Donc c'est un peu en un sens, c'est un pied de nez totalement à la règle de base et à l'esprit de la règle de base en fait. C'est ça, mais si on voulait à un moment tout punir, on ne permettrait plus rien, quoi. C'est ça. Et si on veut toujours avoir une vue macro, je disais tout à l'heure qu'en réalité, la NBA, si on regarde purement les règles de l'équilibre des transferts pour des transferts, l'équilibre des salaires pour les transferts, c'est mieux dans cet ordre-là, le fait que la NBA en fait ait rendu plus permissive ces règles, on sent bien qu'elle a envie d'installer un écosystème où en réalité c'est beaucoup plus facile de faire des transactions. Vous pouvez faire de très nombreuses transactions tant que vous restez en dessous d'une certaine masse salariale limite, quoi. On fluidifie pour vraiment ceux qui sont dans la moyenne en termes de dépenses, on fluidifie les choses. Dès que vous commencez par contre à passer certains paliers trop hauts, on va vraiment vous inciter à redescendre parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas, quoi. Donc entre guillemets un marché très fluide, mais où les masses salariales n'ont pas trop d'inégalités entre franchises. Et donc on peut faire le lien, tu m'arrêtes si tu as autre chose à dire sur ce trade de Mikal Bridges, mais il y a un joueur qui fait un peu le lien entre les deux trades, donc ensuite le trade à venir, celui de Karl Anthony Towns, qui est arrivé à peine il y a une semaine, qu'au moment où on enregistre, mais bref, qui est arrivé fin septembre, grosso modo, alors que l'autre il était début juillet, c'est que on a un joueur qui est impliqué dans les deux, c'est Keita Bates-Diop, et apparemment il y a un lien parce que lui donc est parti à la base de Brooklyn, il a atterri à New York dans le premier trade, et dans le second,
Donc dans le second, où on voit Towns qui va à New York, Randle, DiVincenzo et donc Keita Bates-Diop qui part en direction de Minnesota. Et de l'autre côté, on va détailler Charlotte aussi, troisième équipe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu ce même joueur qui fait le lien entre les deux trades. Et apparemment, il y a aussi une question de timing là-dessus, en termes de, je crois qu'il y a une période de 60 jours sur laquelle tu peux pas être échangé. Apparemment, Bates-Diop aurait été aussi signé un peu dans cette optique de faire le second trade, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est surtout que s'il fallait qu'il soit inclus dans ce transfert, et je sais pas s'il fallait absolument qu'il soit inclus dans ce transfert, je sais pas si c'est juste, entre guillemets, pour que les tailles, parce que c'est pareil, il y a des limites de ce que vous pouvez faire entre le nombre, pas pour le coup les salaires, hein, le nombre de joueurs que vous pouvez envoyer, que vous pouvez recevoir, là aussi il y a des limites, si que vous êtes en max, et c'est peut-être pour ça qu'il a été inclus, entre guillemets, juste pour faire le nombre, pas en salaire, mais en termes de nombre de joueurs. Il a été inclus dans le transfert, et c'est vrai qu'il y a cette limite de 60 jours, vous pouvez pas transférer un joueur que vous avez récupéré il y a moins de 60 jours, ça c'est pas possible. Et c'est vrai que là, je sais pas, j'ai pas revu les dates, mais ça collait assez bien, les 60 jours avaient été dépassés, et du coup il pouvait être de nouveau inclus dans un autre transfert, et en l'occurrence celui des Karl Anthony Towns. Ouais. Mais donc du coup, si on creuse un peu, c'est quand même assez dingue que apparemment rien ne soit sorti, parce qu'on a vraiment été surpris quand le trade est tombé, et donc ça veut dire que si on a un peu attendu cette limite, c'est que ça devait être un peu dans les cartons et que rien n'a filtré. Donc par rapport à des insiders ou autres, peut-être non, je voulais te lancer là-dessus parce que on ressent peut-être l'absence de Woj, Antoine, là-dessus, c'est que peut-être que si Woj avait encore été en poste, il nous l'aurait dit ça, parce que le trade de Kat allait arriver. Pas de commentaires d'Antoine sur Woj, donc j'enchaîne. mais non, alors ce deuxième transfert, en quoi est-ce que cette fois les Knicks ont été un peu créatifs? Là où les Knicks ont été assez... déjà, ce qu'il faut se dire, parce que c'est pourquoi on a parlé de Mikal Bridges avant, déjà parce que c'était intéressant en soi, mais que si les Knicks... Parce que le transfert serait passé, encore une fois, s'il n'y avait pas eu besoin de faire le sign and trade de Milton, le transfert serait passé. Mais ils auraient eu cette limite du hard cap au niveau du premier à prendre, donc environ 78 millions. Il y a fort à parier que c'était on va dire au pire impossible, au mieux très difficile de faire ce transfert de Karl Anthony Towns si il y avait eu ce premier à prendre, ce hard cap qui avait été qui avait été activé. Le transfert n'aurait, par l'avis des experts, il n'aurait pas pu avoir lieu. Donc déjà, vraiment, on a un aspect de répercussion. On voit bien que ce petit détail qui pourrait apparaître un peu léger sur ce premier transfert se révèle clé en réalité pour effectuer le second, quoi. Donc vraiment, il y a cet aspect de relation entre les deux qui est vraiment là. Mais là, du coup, si on revient à ce transfert, on va un peu jouer avec les mêmes règles que sur le premier, où de nouveau, tout, encore une fois, va être une question d'apprendre. Où déjà, si vous regardez d'un côté Karl Anthony Towns, en termes de salaire, et de l'autre côté, ce qu'ils vont envoyer du côté des Wolves, donc Randle, DiVincenzo et Bates-Diop, vous arrivez encore au cas qu'on avait avant, à savoir les Knicks reçoivent plus de salaire qu'ils en envoient. Ouais. Donc là, ça les aurait bloqués de nouveau, parce qu'ils ont précisément évité ça au premier transfert, donc ils voulaient l'éviter au deuxième, quoi. En fait, non seulement si ça avait été bloqué au premier, le transfert, je veux dire, ils n'auraient pas pu effectuer le transfert dans tous les cas. Ouais. Parce que, comme je disais, c'est du jour où vous faites ça, vous êtes bloqué. Mais si vous êtes au-dessus à la fin d'un transfert, c'est pas possible non plus, quoi. Je veux dire, il faut encore avoir en tête que c'est à tout moment de la saison, du jour où vous avez fait l'une des choses qui peut enclencher ce hard cap, vous êtes pas bloqué là-dessus que quand vous êtes en dessous et en mode au-dessus, entre guillemets, c'est bon, ça passe. Non, même au-dessus, ça veut dire que vous pouvez tout simplement pas faire ce genre de choses, quoi. Donc, c'est vrai que si avec le transfert, les Knicks se retrouvaient au-dessus du premier à prendre, même en fait, si Mikal Bridges avait pas été là, mais de toute façon, tout simplement, le transfert n'aurait pas pu se faire. Donc, dans tous les cas, on va dire 2 fois, les Knicks, sur ces 2 transferts, devaient faire en sorte de ne pas recevoir plus d'argent qu'ils en envoyaient.
Or, encore une fois, quand on fait la comparaison des salaires, manque de bol, ça passait pas, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur côté? Ils ont rajouté, un peu exactement de la même manière que chez Milton, ils ont pris 3 joueurs qui étaient agents libres de leur point de vue, des anciens joueurs à eux qui avaient effectué la dernière saison, Daquan Jeffries, Charlie Brown Jr. et Dwayne Washington Jr. Ils ont inclus ces 3 joueurs-là. Si vous avez bien suivi, ils les ont pas re-signés au minimum. Ils les ont pas re-signés au minimum, parce que sinon, ils auraient pas compté dans l'arithmétique pour essayer d'égaliser les transferts. Minimum, ça aurait compté 0, hein, on rappelle. Ouais, les ont signés un peu plus qu'au minimum. Et ça tombe bien, parce qu'encore une fois, ça aurait été des agents libres qui ne venaient pas des Knicks, ça aurait pas été quelque chose de possible. Ou du moins, bref, je vais pas rentrer dans les exceptions des exceptions, mais bref, on va dire. Non, mais tu veux dire, ils auraient pas pu prendre quelqu'un totalement sur le marché qui était pas eux, faire ça et ensuite les changer de suite. Il fallait quand même que les mecs soient dans l'équipe à la base l'an dernier, quoi. Pour faire un sign and trade, oui, en effet. Ouais, donc ils ont pris ces 3 joueurs-là, ils leur ont mis, je crois à peu près 2 millions parce que chacun c'est ce qu'il fallait, donc il manquait 6 millions. Hop, à chacun, on vous file un contrat de 2 millions. Alors bien évidemment, si vous vous rappelez de Milton, oui, c'est sur 3 ans, mais tiens, bizarrement, la 2e et la 3e année ne sont pas garanties. Et du coup, hop, ces 3 joueurs-là sont inclus en termes de sign and trade. On a 6 millions en plus dans la balance, et Randle, DiVincenzo, plus ces 6 millions, comme par magie, là, tout d'un coup, vous arrivez à peu près au salaire de Karl Anthony Towns, et d'un coup, les Knicks pouvaient encore dire, on a respecté la règle du premier à prendre, la règle du premier à prendre, on ne reçoit pas plus de salaire qu'on en envoie, du coup, de notre point de vue, le salaire est légal. L'équilibre des salaires est bon, on est tranquille. Et c'est vrai qu'en effet, je suis parti vérifier entre-temps, après le transfert de Towns, typiquement là, à l'instant T, les Knicks sont aujourd'hui à plus de 9 millions au-dessus du premier à prendre. Donc on voit à quel point c'était en fait, sans respecter cet équilibre, ils n'auraient jamais pu récupérer Towns. Que ça soit avant parce qu'ils ont récupéré s'ils avaient bloqué avec Miles Bridges, mais même sans bloquer avec Michael Bridges, pour même effectuer celui-là, il fallait vraiment être en dessous du premier à prendre. En dessous du premier à prendre, non, pardon. Il fallait respecter l'équilibre des salaires, que les Knicks ne reçoivent pas plus d'argent qu'ils en envoient, parce que sinon, tout simplement, le fait d'être au-dessus du premier à prendre l'aurait empêché de faire le transfert. Donc, grosso modo, on résume un peu. On a des Knicks qui, s'ils avaient fait le transfert en l'état, ils auraient été bloqués pour la suite de la saison et tout le reste de la saison, ils n'auraient pas pu dépasser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le même procédé. On regonfle un peu la somme de notre côté en signant des mecs, donc tu l'as dit, Jeffries, Brown Jr. et Washington Jr. Et comme ça, on les inclut dedans, alors qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient là-dedans. Et on les inclut comme ça fait partie des salaires qui partent. Donc on est bien équilibré. Et non, juste pour dire aussi le côté marrant, je sais pas si tu l'as lu, c'est que ils ont pas juste proposé un peu plus que le minimum, ils ont proposé le minimum et $1 de plus. C'est quand même assez marrant, assez cocasse. Ça me rappelle un peu l'anecdote. C'est pas Bill Russell qui avait fait ça par rapport à Chamberlain de mémoire? Si, qui avait demandé à avoir le contrat de Chamberlain plus $1 de plus pour être toujours juste pour le payé de la ligue. Ouais, c'est assez rigolo, quoi. Mais ça, c'est marrant, j'ai pas réussi à retrouver l'information précise de si c'est vraiment $1 en plus et tout, parce que il me semble que si c'est juste $1 en plus, ça colle pas complètement, et j'ai pas eu le temps de vérifier à quel point c'était véridique cette info-là. Est-ce que c'est le mythe ou pas? C'est ça. Mais non, mais de la même manière aussi, on a le trade qui a été annoncé. Donc c'était le week-end du 27-28, je crois, un truc comme ça. Et qui, pareil, a mis quelques jours, 4-5 jours à s'officialiser. Le temps que chaque camp dise, ouais, en fait, DiVincenzo, c'est le meilleur joueur de NBA, ou Randle, en fait, il est sous-estimé côté Minnesota, et puis l'inverse côté New York. Mais non, blague à part, il y a un peu cet aspect où ça a flotté pendant 3-4 jours, et là, d'un coup, pareil, officialisation avec une troisième équipe qui s'est rajoutée dans la danse. Donc, ça a été les Charlotte Hornets. Et pourquoi est-ce que les Hornets se sont rajoutés là-dedans? C'est que eux,
ils sont en dessous du budget salarial, donc ils ont beaucoup d'espace, ils ont du salary cap, ils ont du cap space, pardon, donc ils peuvent encaisser les contrats à venir, donc les petits contrats au minimum, et en plus ils pouvaient aussi les encaisser sans rien envoyer en retour, si je dis pas de bêtises, et même les couper après. Donc c'était un peu le truc génial, c'est que la troisième équipe se rajoute pour, en gros, on récupère un peu ce gonflage artificiel, et eux en plus ils vont les couper assez rapidement. En fait, ces trois contrats qui ne valent pas grand chose, quoi. Surtout, ils sont là parce que là, ça, on a vu la chose du point de vue des Knicks. Mais pour qu'un transfert, on va dire, ait lieu, il faut que les deux parties respectent les règles. Là, on s'est vraiment attardé sur l'aspect Knicks, parce que voilà, il y avait ce fameux premier apron où il fallait, si surtout ils voulaient le dépasser, entre guillemets, continuer de respecter les règles pour ne pas l'activer. Mais si on se place du point de vue des Wolves, les Wolves, non seulement, et que ça soit avant ou après le transfert, eux, ils sont pas au-dessus du premier à prendre, ils sont même au-dessus du second. Ouais. Donc qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que typiquement les fameux 3 joueurs qui sont signés en sign and trade, si vous vous rappelez ce qu'on a dit, non, on peut pas recevoir un joueur en sign and trade, c'est pas. Oui, donc ils pouvaient pas faire le Shake Milton à Minnesota, quoi. Ils pouvaient pas faire la même tactique de envoyer les salaires, faire un sign and trade chez les Wolves. Eux pouvaient pas, les Wolves. Ils ne pouvaient pas. Et c'est marrant de ce que j'ai lu dans l'article, il dit, K. Smith dit aussi, et eux aussi ils pouvaient pas recevoir plus d'argent qu'ils en envoyaient. Alors je sais pas ce qui se passe si quand pour les deux franchises c'est exactement le même montant. Parce que, et que là, entre guillemets, c'est genre de l'art presse, c'est chacun on respecte la règle, on n'a pas envoyé plus de salaire et tout. Je sais pas à quel point c'est supérieur ou égal ou pas. Mais ce qui était sûr, c'est rien qu'avec l'aspect sign and trade, c'était pas possible. Et ne connaissant pas, en l'ayant lu un peu en diagonale toute la règle du second apprendre, je me demande même si pour d'autres raisons, c'est un transfert qui aurait pas été possible juste entre les deux parties. Et du coup, si on va dire si c'était pas possible pour les Wolves, c'est là qu'en effet il fallait un troisième parti, et c'est les Hornets qui sont arrivés, comme tu dis, dans la balance, où eux ils sont là juste pour faire en sorte que, ok, les Knicks, l'équilibre des salaires, il convient par rapport aux règles, les Wolves, pareil, nous, entre guillemets, vu que on est même sous le salary cap, d'une certaine manière, on peut faire buffer, on peut faire un peu tampon, en disant ok, nous vous pouvez nous filer 6 millions de salaire, il n'y a pas de souci, et on en renvoie 0. Par contre, quand même dans l'histoire, vous nous filez des seconds pics, parce que en réalité nous on veut bien être facilitateur, permettre à tout le monde, que ça soit aux Wolves ou aux Knicks qui ont des marges de manœuvre très limitées, de respecter leurs règles, mais on le fait pas gratuitement. Donc il y a des seconds tours qui sont envoyés, et même en réalité les Knicks envoient du cash. Et je crois qu'en termes de cash, je savais même pas que les règles, on pouvait en envoyer autant ouais, c'est beaucoup. Mais je crois que c'est même 7 millions et tout. Exactement. Donc, entre guillemets, de quoi rembourser, même un peu plus, le salaire des 3 joueurs en question pour la saison à venir, puisqu'encore une fois, même si ces 3 joueurs ont des contrats de 3 ans, ils ne feront probablement qu'une saison, voire seront peut-être même coupés en cours de la saison du côté des Hornets. Et je suis désolé parce que je fais qu'empiler les règles, mais c'est exactement un peu l'illustration qu'on veut faire, c'est les Knicks pouvaient envoyer du cash, et en envoyant du cash d'ailleurs, ils ont activé le second à prendre. C'est juste que comme ils en sont loin pour la saison à venir, c'est pas quelque chose qui est très grave. Je regarde les Knicks, ils sont quand même que 1,2 million en dessous du second à prendre. Mais en envoyant du cash, mine de rien, ils l'ont activé. Ouais. Mais alors attends, pardon, quel est l'intérêt de faire ces manœuvres pour éviter de déclencher le blocage si au final tu le déclenches quand même en envoyant de l'argent? Oui, mais parce que on parle là, distinction entre le premier et le second à prendre. D'accord. Le premier est à 178 millions, le deuxième est à 188 millions. Les Knicks acceptent complètement de se dire cette saison, on restera en dessous des 188, 189 millions. Pour le coup, on est prêt. Ça nous a permis de faire nos transferts. On est bloqué à 1,2 million, on n'est pas au-dessus, on reste quand même en dessous, on l'a activé, on pourra pas le dépasser cette saison. Mais l'équipe est faite en gros, c'est un peu ça. Maintenant l'équipe est faite, donc ça va. Alors qu'à l'époque du trade de Mikal, on voulait pas parce que l'équipe était pas finie. C'est un peu l'idée. Oui, et je pense qu'il y a aussi l'idée que dépasser ce second à prendre,
vis-à-vis de certaines règles, c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire. Et de toute façon, à un moment, entre guillemets, les règles du second apprendre deviennent tellement restrictives qu'on a l'impression qu'en faisant pas grand-chose, en réalité, vous l'activez, quoi. Et entre guillemets, si vous vouliez avoir Karl Anthony Towns, il fallait accepter d'activer ce second apprendre parce que, à un moment, entre guillemets, c'est de l'ordre de l'impossible de respecter non seulement les règles du premier et les règles du second. Ça devient trop compliqué à un moment si vous voulez faire un transfert, quoi. Donc je pense qu'ils l'ont accepté, oui, en disant c'est bon, maintenant on a notre équipe. C'est peu probable que cela nous viendra le regretter en cours de la saison, quoi. Et en plus, comme je disais, c'est une équipe qui sera peut-être amenée à le dépasser à l'avenir. Et je répète ce que je disais avant, si vous l'êtes pendant un certain temps au-dessus du second apprendre, que ça soit juste de $1 ou de 10 millions de dollars ou de 100 millions de dollars, ce que vous voulez, si vous l'avez activé une fois et que vous vous retrouvez 3 années sur 5 dedans, il y a la règle au niveau des pics de draft qui va commencer à intervenir, quoi. Donc ça, il y a l'aspect en plus un peu dissuasif d'y être juste au-dessus pour pas grand-chose, mais voilà. Mais oui, c'est entre guillemets, je pense, j'ai pas été regardé, mais je pense que rien qu'avec cet été, une grande majorité des équipes se sont hardcapées au niveau du second apprendre, mais il est tellement loin que c'est pas grave, on verra la saison prochaine, quoi. Et en un sens, je pense qu'on a un peu couvert tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet, mais en un sens, est-ce que c'est pas bon, on a parlé de ce côté un peu truc et astuce de finalement, c'est tellement punitif que les équipes vont commencer à chercher plein de manières créatives comme ça de s'entendre entre elles. Et tu vois, on parlait de le trade Minnesota-New York, c'est 2 équipes compétitives et 2 équipes qui avaient déjà un cap blindé. Donc il fallait quand même bien trouver un moyen que ça arrange et l'un et l'autre, mais qu'on arrive quand même à faire le trade. Donc c'est aussi là-dessus que les fameuses mauvaises équipes elles servent à ça, quoi. C'est tu sais, les fameux salary dump. Alors là, c'est des petits contrats pour faciliter, mais c'est aussi l'utilité de ces équipes de tanking, c'est que on joue rien, donc oui, on peut encaisser le contrat de, je sais pas moi, donnez-moi le gros contrat de John Wall et en plus 3 tours de draft et puis on accepte, quoi. Donc ces équipes font le relais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de cet aspect de créatif qui va être encouragé, est-ce que c'est pas une nouvelle ère, Antoine, pour les contrats minimum et pour les joueurs un peu de name qui du coup vont un peu se retrouver sur le devant de la scène à signer des contrats plus que ce qu'ils n'auraient pensé, juste pour en fait arriver à chaque fois à cette espèce d'équilibre des salaires qui n'embête personne. Là-dessus, je reviendrai après sur le cas de Charlotte. Tu m'y fais penser si j'oublie d'y revenir. Là-dessus, je sais pas à quel point, parce que on voyait, il y avait déjà un peu avant en partie ces montages des garanties, non garanties, etc. Rien que pour dire à un joueur, on va te payer plus une année, on fait genre t'as la seconde et troisième année. Il y avait rien que l'histoire des contrats du second tour, des Inky contracts, hein. Il y avait déjà un peu ces histoires de contournement où je suis prêt à te payer plus la première et la deuxième année, plus que le minimum qui était d'habitude dévolu au second tour. Mais la troisième et quatrième année, elles sont à que dalle, et pour le coup en plus elles sont non garanties. Et il y a certains joueurs qui se sont révélés éclore en étant des seconds tours et fondamentalement être un petit peu bloqués à des contrats vraiment très bas parce que ayant signé ces contrats au début. Mais du coup, je sais pas à quel point en fait cet exemple Knicks Wolves, oui, il va être amené à se répéter, mais dans quelle largeur et à quel point on pourrait dire que du coup c'est un âge d'or pour les contrats minimum. Tu vois, j'irai pas jusque là. Après, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, c'est peut-être un moyen d'ailleurs de faire un coup en plusieurs bandes, mais le contrat minimum en NBA, il est quand même pas mal élevé, hein. Il dépend de votre expérience, mais je pense que le minimum de minimum avec 0 année d'expérience, on est aujourd'hui à plus d'1 million, on est à 1,2 million. Et si vous avez 5 années d'expérience ou 10 années d'expérience, vous devez assez rapidement être au-dessus des 2 millions. Et c'est vrai qu'il y a dans ce transfert, il y a un joueur dont on n'a pas parlé, si on a parlé, mais vite fait, qui est Dwayne Washington. Dwayne Washington, contrairement aux 2 autres qui étaient, on va dire, qui étaient des agents libres des Knicks, qui avaient peut-être eu un accord un peu verbal pour dire, mais vous inquiétez pas, on attend de faire nos transactions, mais vous serez signé au minimum, qu'on fasse notre transaction ou pas. De toute façon, pour faire le nombre, on a besoin de contrat minimum, on va vous signer, quoi.
Et bon, cool, ils ont plus que le minimum, tant mieux. Dwayne Washington Jr., lui, il avait signé avec le Partizan de Belgrade. Il jouait, au moment du transfert, il jouait avec le Partizan de Belgrade. Et du coup, alors c'est vrai que il est toujours considéré comme étant agent libre parce que la NBA considère agent libre tout joueur qui est pas entre guillemets dans sa ligue à elle, quoi. Mais ça demandait quand même de faire une certaine transaction avec le Partizan de Belgrade où, ok, entre guillemets, le Partizan de Belgrade dit bon, bah, on te laisse partir, tu vas gagner beaucoup plus. C'est là où je veux en venir, hein. Je sais pas combien, si là en l'occurrence il va gagner 2 millions cette saison, 2 millions garantis. Alors c'est 2 millions de dollars, il y a des questions d'imposition, etc. Il y a pas mal de différences entre l'Europe et les États-Unis, sans même parler de quels États aux États-Unis ou quel État en Europe vous êtes. Mais si vous regardez 2 millions d'euros la saison en Euroleague, si je dis pas de bêtises, vous devez pas être loin du top 10, voire même dans les 10 meilleurs salaires de la ligue, quoi. C'est pour dire à quel point le contrat minimum en NBA est sacrément élevé. C'est que un contrat, si vous faites l'équivalence, on s'en fout des taxes, on s'en fout de l'équivalence dollar-euro. En fait, un contrat minimum en NBA, c'est quasiment l'un des joueurs les mieux payés d'Euroleague, quoi. Ouais. Donc, oui. Il y a cet aspect où c'est pour en revenir, les joueurs au minimum en NBA, je suis pas en train de défendre, de dire, ils ont ils ont en réalité quand même une très 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 bonne situation, quoi. Et du coup, pour revenir, j'ai fait plusieurs parenthèses. Pour revenir à Dwayne Washington, du coup, il va être coupé par les Hornets. Il va pouvoir revenir au Partizan de Belgrade. Entre-temps, le Partizan de Belgrade, ils auront sans doute un peu un buyout qui va leur être donné. Les Knicks vont sans doute donner un peu d'argent. Oui, parce qu'il y avait une clause dans son contrat au Partizan signé l'an dernier. Donc, ils vont sans doute... Alors après, bon, les clauses, je sais qu'en Euroleague, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre là-dessus, donc à voir, mais il y a peut-être après un accord aussi entre le joueur et l'équipe pour dire que, je sais pas en fait si son contrat est complètement cassé et il reviendrait pour un montant un peu moins important parce que, mec, tu vas quand même gagner 2 millions de dollars d'un coup, quoi. Donc ça, qu'il y a ce côté intéressant en réalité, même s'il est pas dans les petits papiers de la NBA, on pourrait presque dire que c'est un transfert à 4 équipes avec le Partizan Belgrade qui est une équipe qui est même pas en NBA. C'est là où on voit quand même le degré de complexité de la chose. Et c'est un mec qui ne jouait pas du tout en NBA l'an passé, il jouait avant en 2023. C'était un two-way contract, ouais. Ouais, c'est ça, donc il a pas du tout joué en NBA pour de vrai en 2024, qui là, tu dis, va retourner au Partizan, et qui même, j'ai dit le contrat de l'an dernier, non, il a signé le 31 juillet. En 2024 de cette année, il avait signé au Partizan. Et heureusement, donc il y avait cette clause NBA exit clause. Mais voilà, le mec a signé il y a même pas 2 mois, il avait signé au Partizan. Et finalement, comme tu dis, il y a ce cas hyper particulier du mec qui était pas en NBA, qui ne sera pas en NBA, qui venait de signer en Europe, mais qui fait partie en échange juste pour gonfler la valeur d'un trade. Et puis ensuite, il repart, mais en fait, il est jamais venu, quoi. Alors, si vous vous posez la question de savoir à quel point c'est légal, ça peut rappeler un peu, j'ai plus le détail de l'affaire, mais il y avait un fameux cas avec Keith Van Horn, qui était un joueur à la retraite et qui a été inclus dans un transfert un peu comme ça, juste pour faire... Genre 8 ans plus tard, tu veux dire? Juste pour faire la bonne arithmétique, comme on voit là, quoi. Et ouais. Il y avait une règle qui avait été mise en disant, non, vous pouvez pas signer n'importe quel agent libre de joueurs qui sont au bord de la retraite et tout. Ils doivent au moins avoir fait la saison dernière avec votre équipe, quoi. Et en l'occurrence, oui, Dwayne Washington, il l'a fait en tant que two-way contract, mais il l'a fait, donc ça passe, quoi. C'était le trade de Jason Kidd, apparemment, je vois, Keith Van Horn. Donc oui, c'était pas rien en plus. Ça me paraît lointain, mais je me rappelle que sur le moment, ça avait un peu fait rincer des dents, quoi. Mais c'est vrai que là, on retrouve un peu un cas similaire. Et du coup, je reviens à Charlotte, où tu disais, vas-y. Des équipes en fait qui sont là pour faire ce qu'on appelle du salary dump, qui restent volontairement en dessous du salary cap pour être facilitateur dans ce genre de transaction. Je me demande à quel point ce genre d'équipe on va en avoir de plus en plus, parce que déjà, si je ne m'abuse, il y avait que Charlotte cette année. Je sais pas si les 6 millions les amènent. Je pense que les 6 millions les amènent à être au-dessus du salary cap. Je sais pas à quel point c'est le cas, mais je me demande si c'est pas effectif. Mais non seulement vous avez que eux, aujourd'hui vous avez des règles de dépenses minimum, alors vous les aviez avant, mais avant on vous demandait d'être, je crois, à 80% au moins du salary cap. Je crois que c'est passé à 90%, donc entre guillemets la marge, vous pouvez pas vraiment faire une saison où vous dépensez pas grand chose. En plus avant c'était une limite molle, vous pouviez faire en dessous, mais à la fin de la saison, vous alliez devoir payer vos joueurs comme si vous aviez fait les 80%.
puis c'est passé à 90, mais bon, vous pouviez faire encore semblant en disant, bah oui, mais nous, on va rester toute la saison, je sais pas, à 72% du salary cap, et si on n'arrive pas à faire le transfert de salary dump pour récupérer des pics, bah tant pis, on paiera nos joueurs un peu plus pour arriver à 90%, et je crois que maintenant, c'est vraiment devenu une limite dure, où non, vous pouvez pas être en dessous à partir d'un certain moment de la saison. C'est un peu comme la vitesse minimale sur l'autoroute, quoi, hein, grosso modo. C'est, tu peux pas aller à 30 à l'heure sur l'autoroute. Et c'est exactement, par exemple, ce qu'a le baseball. Le baseball, les équipes qui veulent pas du tout s'approcher de la limite du salary cap, elles peuvent. Et ça donne en fait des excès dans les deux sens. Hein, des mecs qui surpayent à foison les Yankees, généralement. Ou alors des équipes qui sont avec un budget de genre 20 millions alors que les autres sont à 120. et voilà, des propriétaires qui en laissent un peu végéter des franchises comme ça. Mais bref, donc tu dis ce truc aussi où tout le monde se resserre un peu autour du salary cap. À la fois, tu peux pas trop dépasser vers le haut et tu peux pas non plus trop dépasser vers le bas, quoi. Oui, et il y a ça, il faut rajouter une deuxième tendance, qui est ce que je disais un peu en introduction sur la rationalisation des franchises avec le CBA, qui a été aidé aussi par les évolutions du salary cap, c'est que les équipes essayent de moins en moins de perdre leurs agents libres, et vont re-signer leurs joueurs ou faire des extensions de contrats, et ce qui fait qu'en fait, on a de plus en plus d'équipes qui, sans qu'elles aient des objectifs sportifs très élevés, se retrouvent avec une masse salariale considérable, parce que, entre guillemets, personne veut être le dindon de la farce et perdre un joueur agent libre pour rien, quoi. Et en fait, ce jeu de un peu de rétention de valeur, comme quasiment tout le monde est obligé de jouer ce jeu-là, vous avez en fait beaucoup d'équipes qui sont vraiment au-dessus de la masse salariale. Je sais plus ce qu'on avait dit dans l'émission, on avait parlé de l'arrivée du nouveau CBA, du second apprendre, mais si je ne m'abuse, je pense qu'à l'époque, j'avais fait un peu une erreur dans mes projections, où je me disais, mais le second apprendre, en réalité, ça concerne qui, à part les cas exceptionnels des Warriors et des Knicks, des Warriors et des Clippers, à quel point ça va considérer beaucoup d'équipes. Et je pense que ce que j'ai pas vu, c'est vraiment ce phénomène extension-rétention de valeur, où en réalité, j'ai vraiment l'impression, il faudra faire les calculs, que les équipes ont des masses salariales bien plus importantes, parce que personne ne veut vraiment perdre ses agents libres. Tout le monde veut aussi avoir l'art compétitif, tout le monde veut aussi avoir des monnaies d'échange pour avoir des transferts. Je veux dire, les transferts sont fluidifiés, donc avoir des joueurs qui sont sous contrat, qui ne valent pas vraiment leur contrat, à des moments ça peut avoir une valeur intéressante pour vraiment avoir des échanges et avoir, ok, t'as tel joueur en face, il m'intéresse, moi je peux te mettre tant. On sait qu'il est un peu surpayé, mais ça nous permet de faire le transfert. Et c'est ce qui fait que globalement, ces questions d'apprendre, elles concernent bien plus les équipes, l'ensemble des franchises que ce que je pensais. Mais en plus, si on rajoute à ça que avec Charlotte, des équipes qui sont là vraiment pour faire les facilitatrices, elles sont de moins en moins invitées à le faire, et c'est pas vraiment le cours des choses actuellement, la tendance. Ça fait peut-être que, encore une fois, les équipes qui sont tout en haut mais aussi tout en bas, elles n'ont pas la vie si facile, et que le transfert qu'on vient de voir, ça peut être vraiment quelque chose qui est amené à se répéter, mais sans avoir beaucoup de facilitateurs, entre guillemets, vous limitez ce nombre de trades possibles de l'ensemble des 30 franchises dans une saison de manière pas négligeable. Bon, voilà un peu pour ce qu'on avait à dire sur ces deux échanges, sur ce côté créatif, mais tu vois, il y a un aspect qui me surprend un peu, c'est que dans mon souvenir assez lointain, je sais pas si tu te rappelles du trade de Carmelo Anthony aux Knicks, justement. Oui. Et il y avait eu un peu ce truc qui était un peu le dernier cas comme ça, en fait, il avait d'abord prolongé à Denver à l'époque, donc en février, et le lendemain, il avait été échangé. Grosso modo, comme ça, il était échangé, puis il avait son contrat. Et en gros, j'avais souvenir que la NBA avait dit non, ça c'est plus possible, on va arrêter de faire ça parce que c'est voilà, bref, ça c'était pas bien. Et donc maintenant, on pouvait plus re-signer et ensuite être échangé. Mais ce qui m'étonne, c'est que là, tu parlais du sign and trade de Shake Milton, comme quoi il était signé par les Knicks et pas par les Nets alors. Alors, je sais pas si c'était un sign and trade Carmelo Anthony. Non, c'était un trade, mais en ayant prolongé juste avant, justement. Oui, donc c'était pas un sign and trade à proprement parler. C'est ça, ouais. Le sign and trade, c'est vraiment, pour un moment, vous êtes agent libre. Alors certes, il y a peut-être une équipe qui a vos droits sur vous, mais vous êtes agent libre. Et en fait, c'est pas vous signez puis on décide de te transférer. C'est non, c'est tu signes pour être transféré. C'est vraiment un sign and trade. Les deux transactions ont lieu en même temps. Elles sont je sais pas si elles sont sur le même papier, mais un sign and trade, c'est immédiatement on te signe parce qu'on veut te transférer, quoi.
Ce qui est intéressant dans le cas de Carmelo Anthony, c'est que c'était plutôt, entre guillemets, extension de contrat puis transfert. C'est que la NBA, elle avait vraiment cherché à éviter ce genre de cas. Et c'est ce qui... Alors je sais pas s'il y a vraiment un effet cause-conséquence, parce que est-ce que son transfert avait été fait avant la signature du CBA de 2012, je sais plus. C'est juste avant, justement. Mais la NBA les propriétaires avaient dit non, c'est quand même pas possible, on est vraiment les dindons de la farce. On dit qu'on a des droits pour les franchises ont des droits pour signer leurs joueurs plus chers pour rester chez eux, et finalement non seulement ils signent plus cher, mais en plus ils finissent par pas rester chez eux à faire le transfert. C'est pas possible. Du coup, on a vu une NBA qui a fait que les extensions de contrat étaient devenues beaucoup plus compliquées, et c'est ce qui a un peu amené l'ère aussi en partie des agents libres et de la signature de Kevin Durant, où les joueurs se disent mais attendez, les extensions de contrat elles sont devenues plus intéressantes du tout, moi j'ai tout intérêt à aller, même si je veux re-signer chez vous, j'ai intérêt à être agent libre, parce que ça sera la meilleure manière pour moi de gagner de l'argent, sauf que arrivé au 1er juillet, ah bah tiens, je pensais pas que cette équipe-là elle me voulait, que c'était possible et tout, bon bah finalement, désolé les gars, je vous ai dit que j'allais rester, mais comme il y en a qui m'oblige à rester, bah je me barre quoi. Ouais. Et bah les franchises ont réalisé que entre être les dindons de la farce en mode Carmelo Anthony, ou bah quand même ok, bon on peut passer pour des je sais pas des dindons avec Carmelo Anthony, bah quand même en échange vous aviez Bill Ups, j'ai plus tous les noms, mais entre guillemets vous avez des joueurs en échange, vous avez des pics de draft, etc. quoi. Alors que quand c'est le cas Kevin Durant, c'est oui, on n'est peut-être pas passé pour des couillons, mais vous perdez un joueur calibre MVP contre rien. Et là, il y a peut-être eu la réflexion de se dire, bon, en fait, le premier cas, celui de Carmelo Anthony, il est peut-être en fait plus intéressant pour nous, même s'il faut un peu avaler un peu d'ego et accepter que les stars ont ce pouvoir-là, plutôt que le cas Kevin Durant, où des franchises se sont construits complètement sur plusieurs années sur un joueur, et que parce que vous pouvez pas l'étendre au moment où potentiellement il accepterait et donc être sûr de le garder chez vous. Bah non, parce que par les règles, il va aller tester le marché des agents libres, et là, vous avez un avantage certes par rapport aux autres, mais pas non plus énorme pour le re-signer. Et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment eu un cycle où on rend les extensions pas intéressantes, puis c'est là où il y a plein d'agents libres dans tous les sens, et de se dire, ouais, en fait, on va re-rendre les extensions intéressantes parce que globalement, il faut mieux faire avoir une star qui part sur un transfert qu'une star qui part contre rien du tout. Carmelo, c'était donc pour te dire 3 mois avant le lockout. Donc autant te dire que dans le nouveau CBA, ça a été négocié directement, ce truc-là. Ouais, bah je me disais bien qu'il y avait cette relation de cause à conséquence, mais j'en étais plus sûr. Ouais. C'est ça, ouais, exactement. Février 2011 et le lockout en juin 2011 à partir de là. Mais non, mais tu vois, tu parles de ça par rapport à KD aux Warriors. D'ailleurs, on a vu qu'ensuite, quand il a quitté les Warriors étaient ont un peu renoncé. Ok, tu vas partir, il n'y a pas de problème. Ça a été un sign and trade derrière. On a récupéré Russell, D'Angelo Russell, donc ça a été un sign and trade dans les deux sens. Pareil, un peu plus récent, mais tu vois, Boston, quand Grant Williams est parti, bah, c'était pas juste ici à Dallas, c'est enfin un sign and trade. Donc voilà, il y a un peu toujours ce côté rétention de valeur qui est un peu un thème qu'on a aussi abordé aujourd'hui. Le seul truc dommage, tu vois, Antoine, on a parlé de tout ça, mais le seul truc dommage, c'est qu'ils aient pas réussi, les Knicks, le front office qui est très créatif, hein, mais qu'ils aient pas trouvé la créativité supplémentaire pour avoir et Michael Bridges et Karl Anthony Towns et re-signer Isaiah Hartenstein. Moi, c'est un peu mon regret au final, mais bon, je crois qu'il aurait valu plutôt un tour de magie vu le salaire de Hartenstein. Antoine, est-ce qu'on a tout dit à peu près sur ce cas-là? On a sûrement oublié de dire des choses. J'espère que c'est pas des choses importantes. Je fais mon disclaimer maintenant, mais c'est possible, vu que je connais pas encore tous les détails de ce CBA, que j'ai dit une bêtise, notamment sur la maîtrise de ses premiers et second apprendre. J'ai quand même été faire mes recherches, mais c'est marrant comment on trouve des choses différentes d'un site à l'autre. Certes, c'est dans le détail, mais il y en a qui simplifient beaucoup, il y en a qui donnent plus de détails. Ouais. Rien que dans le truc de K. Smith, moi, il y a des choses où j'ai quand même des questions. Donc, bref, c'est le fameux moment pincette du podcast en disant je garantis pas 100%. Nous sommes qu'amateurs. Je garantis pas 100% ce que j'ai dit. Mais malgré tout, dans l'idée, c'est, même si on s'est trompé, je pense que c'est à la marge, et que du coup, bah, j'espère que le but de cette émission, qui était un peu de
de montrer et la complexité et la prévoyance aussi que doivent avoir les franchises, et à quel point, en fait, cette complexité, on peut comprendre que l'envers du décor, c'est à quel point elle ne bloque en fait pas un certain nombre de transferts. J'espère que cet objectif a été rempli avec ces 2 transferts d'Enix. Bon voilà pour cette émission un peu micro, justement, exceptionnellement, mais je vous renvoie encore une fois vers tout ce qu'on a fait à une échelle un peu plus macro, le podcast qu'on a fait sur les audiences et le contrat TV, sur l'actu financière aussi de la Ligue, qu'on a fait il y a un peu moins de 2 ans, je crois, qui est encore, je pense, toujours un peu d'actualité, le nouveau contrat TV, le nouveau CBA, si ça vous intéresse. Antoine nous décrypte tout ça d'un point de vue aussi historique et des enjeux plus globaux, et pas seulement les technicalités de telle ou telle exception, comme on l'a fait exceptionnellement aujourd'hui. Bref, merci beaucoup Antoine d'être passé sur le Basket Lab, encore une fois. Écoute, ça faisait longtemps, mais quand je vois que je reviens pour du CBA, quoi, voilà. C'est peut-être encore le truc, ou à peu près, que je maîtrise encore. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, je l'espère pour de vrai, en plus parce que, bon, vous avez vu que c'était un peu... on a fait un changement de direction à la Luka Doncic extrêmement brusque après notre top 100. Aujourd'hui, le sujet était un peu plus technique, c'est vrai, peut-être, ça va pas intéresser tout le monde forcément, mais voilà, c'était un petit point à faire avec Antoine, un peu vis-à-vis de, voilà, dès que le CBA était sorti, on en a parlé directement, on parle beaucoup d'actu financière, on parle beaucoup de ce genre de sujet avec Antoine, donc pour ceux qui aiment bien, on a essayé de faire le point, parce que, en vérité, ce qui est intéressant, c'est pas ça pour ça, c'est pas les petites manigances, c'est pas les petits micmacs, comme dirait l'autre, mais c'est pas les micmacs en soi, c'est surtout quelles conséquences ça peut avoir en termes de construction d'équipe, et sur le sportif, en fait, c'est là-dessus que c'est intéressant, donc voici pour ceci. Et donc la prochaine fois, on ne va pas encore faire les previews, pas de suite, en tout cas il faut quand même que je les enregistre d'abord, mais la prochaine fois je pense qu'on va se retrouver demain, puisque ce podcast aura été écouté par, je pense, 2% des auditeurs. On se retrouve demain pour la grande messe annuelle, la All Hipster Team du Basket Lab. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Antoine d'être revenu sur le podcast. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.